le second débat de ce Sens Public pour célébrer les 10 ans des accords de Paris. 12 décembre 2015, pour la première fois, près de 200 pays s'engageaient à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Une décennie plus tard, on a un Donald Trump à la Maison-Blanche, on a une Union européenne qui détricote le pacte vert. Faut-il pour autant céder au pessimisme? Quelles sont les solutions qui méritent d'être généralisées? Comment changer de discours pour contrer les climato-sceptiques? Avant d'en débattre, on voit quels engagements pris ont été respectés ou pas avec Fabien Recker. L'accord de Paris pour le climat est accepté. C'était en décembre 2015. À Paris, 195 pays s'engageaient à limiter le réchauffement de la planète à moins de 2 degrés. Depuis, le climat s'est emballé et les catastrophes climatiques se sont multipliées dans le monde. Vagues de chaleur, méga-feux, inondations. Malgré ce tableau peu encourageant, l'accord de Paris demeure une victoire. Il y a 10 ans, si on suivait les trajectoires, on serait arrivé à 4 degrés de réchauffement global à la fin du siècle. Maintenant, si on regarde les engagements des pays, on arrive à 2,5 degrés. Donc c'est déjà beaucoup mieux, c'est un progrès, mais c'est largement insuffisant parce qu'à 2,5 degrés, on a beaucoup de disparition d'espèces. On a également des États insulaires dans le Pacifique qui sont submergés. On a des dizaines de millions de personnes en plus qui souffrent de la faim et beaucoup plus de jours de canicule en France. Si le réchauffement se poursuit à un rythme encore trop élevé, l'accord de Paris impose aux États de revoir à la hausse tous les 5 ans leurs propres engagements climatiques, de quoi favoriser le déploiement des énergies renouvelables. Mais malgré ces efforts, la part des énergies fossiles n'a pas diminué en 10 ans. Il y a aussi des pays pétroliers qui font tout maintenant pour ralentir les choses. C'est l'Amérique de Trump soutenue par les grandes compagnies pétrolières américaines. C'est les pays arabes très actifs pour bloquer la dernière COP. Donc on a aussi cette réaction des pays pétroliers qui veulent absolument ralentir la transition. Quant à l'aide financière promise aux pays en voie de développement, première victime d'un réchauffement dont ils ne sont pas responsables, le compte n'y est pas non plus. Le problème, c'est que les promesses des États riches n'ont pas forcément été tenues et qu'ils refusent de financer davantage. Donc c'est un des points de blocage actuellement dans les négociations internationales où les pays riches ne veulent pas financer davantage les pays les plus pauvres. Et malheureusement, si on le fait ça, on ira tous à l'échec. S'il n'a pas tenu toutes ses promesses, l'accord de Paris a créé un cadre diplomatique pour livrer la bataille du climat. Une bataille dans laquelle chaque 10e de degré gagné sur le réchauffement sauvera des millions de vies humaines, nous disent les scientifiques. Pourquoi ces promesses de l'accord de Paris n'ont pas forcément été tenues? Est-ce qu'on assiste en ce moment à une victoire des climato-sceptiques? Voilà deux des thèmes qu'on va aborder dans notre débat avec Cyril Dion. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes réalisateur du film Demain, garant de la Convention citoyenne pour le climat, et vous publiez La lutte enchantée aux éditions Actes Sud, qui reprend certaines de vos chroniques que vous faisiez sur France Inter dans la très bonne émission La Terre au carré, si je ne me trompe. Marine Lamoureux, bonsoir. Bienvenue, vous êtes grand reporter à la Croix Lebdo et spécialiste des questions d'environnement. Benoît Faraco, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes ambassadeur chargé des négociations climatiques. Vous étiez à Paris au cœur de ces accords il y a 10 ans. Vous étiez aussi au Brésil, à Belém, il y a quelques semaines. Donc vraiment au cœur de ces négociations. Et Tam Tranu, évidemment, est resté à mes côtés, éditorialiste pour Sens Public. Bon, on est 10 ans après. Cyril Dion, je commence avec vous. Vous choisissez quoi? De voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? On est quand même un peu obligé de voir le verre à moitié vide. C'est-à-dire que il y a 10 ans, au moment où les États se réunissaient pour la COP, on célébrait le fait qu'ils s'étaient entendus sur un accord qui essayait de rester en dessous de 1,5 degré de réchauffement d'ici à la fin du siècle, 2 degrés au pire. C'est 1,5 degrés, on est en train de les dépasser. Ouais. Les climatologues nous disent qu'on va les dépasser entre 2027 et 2030. Et il est possible qu'on dépasse les 2 degrés entre 2040 et 2050. Au moment de la COP 21, il y a 10 ans, on avait dépassé 3 des 9 limites planétaires, c'est-à-dire c'est les seuils que l'humanité ne devrait pas dépasser pour que la planète soit capable d'encaisser l'activité des humains. On vient de passer le 7e sur l'acidification de l'océan. On en a passé 4 de plus en 10 ans. Donc on voit bien que le phénomène s'accélère, même s'il y a eu quelques progrès en Europe, qu'il y a une réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est timide. Il faudrait que ça soit 5% par an, on est péniblement à 2% les bonnes années. Donc on voit bien que là, on se rapproche du gouffre. Alors, on peut aussi, je suis d'accord avec vous, mais on peut aussi voir le constat différemment, Marine Lamoureux, en se disant que s'il n'y avait pas eu les accords de Paris, ce serait bien pire aujourd'hui.
Oui, alors vu comme ça, c'est pas non plus très réjouissant, mais souvent je fais l'exercice mental de me dire oui, s'il n'y avait pas d'accord de Paris, s'il n'y avait pas de COP, s'il n'y avait pas ce multilatéralisme climatique, évidemment la situation elle serait bien pire. Dans les projections qui sont faites, alors qui peuvent peut-être paraître un petit peu abstraites, mais en 2015 on était à une planète qui devait se réchauffer à 4 degrés et demi. Aujourd'hui on est, si les accords respectent leurs engagements, à moins de 3 degrés. Donc évidemment, c'est loin du compte. Je suis d'accord avec vous. J'ai du mal aussi à voir le verre à moitié plein. Pour autant, il s'est quand même passé des choses. Ces engagements sont pris. C'est aussi un outil, c'est une méthode. Enfin, ça, vous en parlerez mieux que moi. Il y a un processus qui fait que les États se retrouvent et qui fait que l'ambition avance, bon an, mal an, dans le vrai monde. Il n'y a pas de gendarme mondial. On ne va pas aller taper sur la tête de tel ou tel État. Donc à un moment, il faut aussi prendre le monde tel qu'il fonctionne. Oui. Et dans ce contexte-là, l'accord de Paris est quand même fondamental. Oui, on va revoir ces images du 12 décembre 2015. Donc Laurent Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères, qui préside la COP 21, ce marteau vert là qu'on a tous gardé en tête, et donc les applaudissements des représentants des 195 pays. Vous étiez où, Benoît Faraco, sur la photo là? Vous étiez pas loin? Alors moi, j'étais en train d'applaudir il y a 10 ans. Parce que je faisais partie effectivement de cette petite équipe de France qui a réussi l'un des plus grands succès diplomatiques des 30 dernières années pour la France, et on en est très fiers, et on est resté très fiers de ça. Moi, j'avais en charge à cette époque, dans l'équipe de Laurent Fabius, avec la ministre du Développement, Annick Girardin, à l'époque, la question des petits États insulaires en développement. Vous savez, ces îles du Pacifique qui sont confrontées à la hausse du niveau de la mer et qui disparaîtront dans un scénario à 4 degrés, et qui vivront très difficilement, même avec 1,5 degré. Et puis des pays africains qui sont aujourd'hui tiraillés entre les grandes questions qui traversent ce monde. Comment on se développe, comment on fait de l'industrie, comment on donne accès aux 500 millions d'Africains qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'énergie. Comment on sort de la pauvreté sans polluer la planète? Et c'est ces grandes questions qu'on essaye de résoudre avec l'accord de Paris. Et moi, j'ai envie de voir le verre plutôt à moitié plein. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si on écoute les scientifiques, ils ont raison, et la parole scientifique est d'or. Il est pratiquement déjà trop tard. Mais quand on regarde ce qui s'est passé depuis 10 ans, il y a 10 ans, pour justement répondre aux problèmes énergétiques du monde, on exploitait plus de pétrole, on exploitait plus de charbon, on exploitait plus de gaz. Cette dynamique, elle a complètement changé. Aujourd'hui, ce sont les énergies renouvelables qui sont les plus compétitives. C'est-à-dire que non seulement quand vous investissez dans les énergies renouvelables, vous sauvez le climat, mais en plus, vous gagnez de l'argent. C'est la même chose sur la voiture électrique. Il y a 10 ans, personne n'imaginait qu'en Chine, une voiture sur 2 vendue serait électrique. En France, c'est 1 sur 4. Ces solutions, elles sont toutes à portée de main. Maintenant, il va falloir les développer beaucoup plus vite que ce qu'on a fait au cours des 10 dernières années. Sinon, on va franchir les dernières limites planétaires qui nous restent. Oui. Alors, une décennie plus tard, on a vu Laurent Fabius il y a 10 ans. Eh bien, il était l'invité, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. Je ne vais pas faire tous ces titres. C'était l'invité d'Oriane Mancini ce matin sur notre antenne. Il ne pouvait que constater les dégâts ou les reculs. Écoutez. Il faut faire des efforts, des actions nouvelles, à un moment où les 3 éléments que j'ai cités n'existent plus de la même façon. La science est contestée, en particulier par le président américain et par d'autres. Dans la société, vous avez toute une série de forces politiques qui désormais sont en arrière de la main. Et puis, disons que le secteur pétrolier n'est pas absolument enthousiaste par rapport à ça. Bon. Et puis, surtout, il n'y a plus de multilatéralisme, il est attaqué. Donc, très difficile. Alors, les États-Unis sont sortis avec le délicieux président Trump, ce qui fait que le paradoxe, c'est qu'au moment où il faudrait agir davantage, les circonstances sont beaucoup plus compliquées. Alors, je voudrais qu'on parle du rôle des États, et peut-être des États-Unis pour commencer. Alors, ce n'est pas la première fois. Donald Trump, numéro 1, s'était déjà retiré des accords de Paris. Qu'est-ce que ça change pour vous, Cyril Dion? Est-ce qu'on doit s'arrêter à ça ou se dire, bon, OK, ils ne sont plus là, on fait avec? En fait, le problème, ce n'est pas seulement les États-Unis. Oui. C'est qu'aujourd'hui, il y a un mouvement mondial. On parle de backlash écologique. Il y a notamment, je vous invite à regarder un ouvrage passionnant qui est paru au Seuil, qui s'appelle Green Backlash. Donc, c'est une quarantaine de chercheurs et de chercheuses, dont des climatologues comme Valérie Masson-Delmotte, qui expliquent que, comme on l'a vécu dans les années 80, où il y a eu un retour en arrière par rapport aux années 70, où il y avait un véritable élan pour transformer la société de façon plus écologique, là, on est en train de vivre la même chose. Et il y a une alliance de circonstances entre un certain nombre de multinationales, notamment américaines, notamment pétrolières, et des forces politiques plutôt conservatrices,
plutôt à l'extrême droite, qui aujourd'hui dénigre les écologistes. On le voit avec Donald Trump, font même du climato-scepticisme de façon totalement décomplexée. À la tribune des Nations Unies. À la tribune des Nations Unies, en disant que le changement climatique n'existe pas, c'est un canular inventé par les Chinois. Et infiltre les médias de façon extrêmement puissante, de façon à semer le doute à nouveau sur la réalité du phénomène. Et semer le doute, c'est vraiment la meilleure stratégie pour empêcher l'action politique, puisque si vous n'êtes pas capable de vous entendre sur la réalité du problème, vous n'êtes pas capable de vous entendre sur les solutions. Oui. Et ce mouvement-là, qui est très, très manifeste aux États-Unis, il existe maintenant chez nous. On n'a qu'à regarder ce qui est en train de se passer au Parlement européen, où en fait il y a toute une vague là de lois par paquet législatif, on appelle ça des omnibus, qui sont en train d'être votés, avec l'objectif de simplifier la législation européenne pour l'harmoniser avec la législation américaine, et donc en réalité d'affaiblir toutes les normes environnementales qu'on avait. Dans un recul en arrière sur le pacte vert. C'est porté par une alliance de la droite et de l'extrême droite au Parlement européen, qui est a priori influencée par les États-Unis. Je finis avec ça. Mediapart a révélé il y a quelques jours qu'un cabinet d'influence publique américain, qui travaille notamment pour des grandes compagnies pétrolières, Chevron, Exxon, mais aussi Total en France, avait largement contribué à influencer ce vote au Parlement européen. Ça devrait beaucoup nous inquiéter. Oui, effectivement. Tam ? Hormis la puissance de ces lobbies, la puissance médiatique, de tous ces pouvoirs climato-sceptiques que l'on voit, qu'est-ce qui explique selon vous que ça trouve une résonance aujourd'hui dans la population ? Pourquoi les gens votent pour eux ? En quoi ça vient rencontrer quand même quelque chose dans l'opinion publique ? Pour une raison assez simple. Déjà, c'est que le thème, il est extrêmement instrumentalisé. En fait, il s'est polarisé petit à petit et on se situe politiquement à travers le sujet de l'écologie, ce qui n'a aucun sens en réalité. Puisque, en fait, on parle des conditions d'habitabilité de la Terre, on parle de choses extrêmement concrètes. Enfin, revenons-y peut-être un instant. Oui, allez-y. Parce que l'accord de Paris, ça paraît comme ça, abstrait, c'est un texte diplomatique, mais les incendies dans l'Aude, là, nous, on vient de faire un papier dans La Croix sur un pompier qui revisite, qui nous raconte ce qu'il a vécu. Il a dit, j'avais l'impression d'être en guerre. C'est un type qui avait de l'expérience, c'était pas le premier feu sur lequel il allait. Des méga-feux énormes, quelque chose de monstrueux, avec l'idée que le feu est l'ennemi et qu'on ne sait plus comment faire avec des vents extrêmement puissants. On pourrait parler de Mélissa, l'ouragan qui a traversé les Caraïbes à la fin de l'automne, du mois d'octobre. Pareil. Oui, mais ces événements, pardon, d'interrompre climatiques extrêmes, ils ne provoquent pas la mobilisation. On pourrait se dire ça devrait logiquement provoquer la mobilisation des citoyens au moment de voter. Sauf qu'en même temps, et c'est là où je réponds à votre question, sauf qu'en même temps, il y a cette instrumentalisation avec l'idée que l'écologie punitive, c'est porteur. Ça nous emmerde, arrêtez de nous faire la morale. Oui. Ok, on a compris qu'il se passait quelque chose, mais de toute façon, on est coincé. Donc en fait, cette instrumentalisation, elle joue énormément, alors qu'en fait, on pourrait complètement renverser la proposition, mais on y viendra peut-être tout à l'heure. On pourrait complètement se dire, même sans parler forcément de programmes écologiques qui parfois agacent, ou voilà, ils ont été tellement, quelque part, il a été tellement abîmé parfois ce terme, qu'on pourrait même ne pas l'utiliser, mais rappeler que l'écologie, enfin en tout cas le mieux vivre, c'est du pouvoir d'achat, c'est de la santé. Et donc en fait, il y a effectivement un discours, je suis assez d'accord. Je vais dire juste un mot pour vous répondre aussi après. Enfin, si c'est possible. Allez-y, et puis après je reviens vers Benoît Paraco. Non mais il y a déjà une forme de trompe-l'œil, parce que quand on regarde le travail d'un certain nombre de sociologues sur la question, donc des enquêtes de fond, pas des sondages d'opinion un peu fugaces, ou qu'on regarde même à l'échelle mondiale, il y a une étude notamment qui a été publiée par la revue Nature qui montre qu'il y a près de 80% de la population mondiale qui se sent très concernée par les sujets climatiques et qui veut une action beaucoup plus ambitieuse de ses gouvernements. Oui, mais aux États-Unis et en Europe, c'est pas des sondages, c'est des votes. Voilà, mais Donald Trump a été élu et des listes de droite ou d'extrême droite ont gagné les élections européennes. Mais comme vous le disiez à l'instant, cette préoccupation-là est instrumentalisée et on voit bien qu'il y a une volonté de créer du clivage. Et de dire, aujourd'hui, ces écolos sont dogmatiques, ils sont dangereux. Trump, il a essayé une première fois, en 2017, d'attaquer l'accord de Paris. Est-ce que ça a marché ? Non. Ça n'a pas marché. On a réuni, c'était le premier One Planet Summit organisé par la France, plus de 160 chefs d'État, donc pratiquement 80% de ceux qui ont signé l'accord de Paris pour dire non, on continue. Et à Belém, on a fait la même chose. On était moins nombreux en termes de chefs d'État, mais on a quand même une majorité d'États et de citoyens, je suis complètement d'accord, qui aujourd'hui y croient. Et pourquoi ils y croient ? Parce que 4 degrés, c'est la disparition
des glaciers en Inde et donc l'appauvrissement de la production agricole. 1 degré de plus en France, c'est moins 10% de production agricole. C'est le revenu de nos agriculteurs qui est attaqué. Et ça, malgré tout, malgré toutes ces tentatives de déstabilisation, malgré des attaques assez immondes sur nos scientifiques, ça ne marchera pas. Et on ne doit rien laisser passer sur ces sujets, simplement parce qu'on peut mettre la tête dans le sable, on aura quand même, pardonnez-moi l'expression, les fesses qui se réchauffent. J'aime bien l'expression, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais en revanche, sur la lecture de ce qui s'est passé à Belém, donc au Brésil, cette COP30, elle accouche quand même d'un non-accord et d'une déception, on ne peut pas dire le contraire. Vous y étiez, encore une fois. Alors c'était à la fois décevant et en même temps on a d'une part sauvé le multilatéralisme. Encore une fois, on avait une majorité d'États qui ont dit on continue. On croit dans l'accord de Paris et on croit, comme on l'a rappelé tout à l'heure, que ce truc marche. Il a permis d'éviter le scénario du pire et on n'y est pas encore, mais 2,3 degrés ou 2,5 degrés de réchauffement, c'est quand même beaucoup mieux que 4 et on a aujourd'hui les outils pour faire ça. Après, c'est aussi le révélateur d'un monde qui change. Il y a, en 1990, quand les premières discussions internationales sur le climat ont commencé, les États-Unis, l'Europe, le Japon, ça représentait 50% des émissions mondiales. En 2035, si on tient les engagements qu'on a pris à Belém, ce sera les grands émergents qui représenteront la moitié de ces émissions. La Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite. On va y revenir là-dessus. C'est aussi avec ces pays qu'il faut changer notre manière de discuter. Alors on en reparlera en détail, mais je voudrais, puisqu'on reste sur cette thématique du climato-scepticisme et des moyens qu'on a de les contrer, je voudrais qu'on entende un scientifique, en l'occurrence le président du GIEC. C'était la semaine dernière, la France accueillait jusqu'à, je crois qu'il y avait plus de 600 membres de ce groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, c'est ce que ça veut dire, le GIEC, qui rappelle une évidence, mais il y a besoin de rappeler cette évidence, regardez. Il ne fait aucun doute que les êtres humains sont responsables du changement climatique que nous observons déjà. Et nous devons continuer à marteler ce message et nous pouvons l'étayer à l'aide de plusieurs explications et preuves différentes. Nous le savons grâce à nos observations car le changement climatique est déjà en cours. Nous le savons grâce à la modélisation des évolutions climatiques futures et nous savons par analogie avec la paléontologie ce qui s'est produit dans le passé lointain. Les scientifiques obligés de rappeler ce qui est un consensus mondial, mais voilà, il faut encore occuper l'espace médiatique pour le dire, parce qu'on a changé d'air d'une certaine façon, Tam. Oui, il est loin le temps des marches pour le climat, la surprise verte aux européennes de 2019, celui où Greta Thunberg était nobélisable. On avait cru le climato-scepticisme définitivement rangé des voitures. Que nenni, allez savoir comment il est devenu lucratif dans les urnes de tout envoyer bouler en matière d'écologie. L'extrême droite en tête, suivie d'une droite conservatrice qui avait peur de se faire dépasser jusqu'au centre. Et peut-être que l'accord de Paris n'y est pas pour rien. Lui qui a prévu que chaque pays fasse des efforts, rende des comptes sur ses réductions d'émissions de CO2. On transforme les grands engagements en actes au niveau national. Et c'est bien sûr là, au moment où l'écologie signifie des efforts concrets, des sacrifices, des coûts, que cela devient douloureux et que l'on retrouve alors matière à crispation individuelle et opposition politique. Effectivement, et ce backlash, ce retour de bâton, on l'a vu dans de nombreux domaines. Prendre quelques exemples français, on l'a vu sur les mobilités, le fameux débat sur les ZFE, les zones à faible émission rebaptisées zones à forte exclusion par leurs détracteurs. Le logement, quand il devient urgent d'assouplir les diagnostics énergétiques pour pouvoir louer des passoires thermiques, ou encore lorsque le principal problème de l'agriculture, c'est de ne pas avoir suffisamment recours aux pesticides, confère le débat sur la loi du plomb et la réintroduction de l'acétamipride. Ouais, un texte qui s'est vu d'ailleurs, c'est intéressant, opposer une forte mobilisation citoyenne. Plus de 2 millions de personnes ont signé une pétition contre la loi. Cela reflète bien le fait que les opinions et les citoyens ne demandent pas moins d'environnement, loin de là. On n'a pas vu un grand retournement, un grand mouvement contre la transition écologique. Mais il y a des réalités qu'on ne peut occulter. Il faut un discours de la transition juste. Il faut intégrer des politiques sociales, que les coûts, les avantages soient équitablement répartis. Il faut de la constance dans les politiques des gouvernements. Et comment dire, en France, on est passé du « Make our planet great again » à la réduction du périmètre de MaPrimeRénov' et les coupes au fond vert. Et enfin, d'un point de vue médiatique, il faut donner corps à une écologie d'union, désirable, de solutions, d'opportunités. Car à trop en faire autour du backlash, est-ce qu'on ne risque pas tous de virer à la paralysante éco-anxiété, l'idée que tout est foutu et que rien ne sert de courir puisque nous ne sommes pas partis à point. Merci beaucoup, Tam. Alors je me tourne vers vous, évidemment, Benoît Faraco, parce que vous accompagnez Emmanuel Macron sur ces questions depuis des années. Est-ce qu'il a ravalé ses ambitions ? C'est un peu le sentiment qu'on a quand même. Jamais, parce que le président de la République, il était
engagé dès 2016-2017 sur ces sujets. Il a essayé des formats, la Convention citoyenne pour le climat, avec ses défis, ses enjeux, ses discussions. C'est elle qui avait proposé... pire que les ZFE à l'époque, qui avaient proposé d'exclure toutes les voitures des centres-villes. C'était la radicalité proposée par des citoyens dans un format démocratique inédit et dont on voit bien qu'aujourd'hui, et c'est une proposition, les ZFE, qui est particulièrement clivante. Je pense qu'on n'a pas pris la mesure aujourd'hui non plus de la transformation dans laquelle notre pays s'est engagé au cours des 10 dernières années. Ça a commencé avec l'accord de Paris, mais aujourd'hui en Europe, un tiers de notre croissance économique est fondée sur la transition écologique. Ce sont les gigafactories de batteries, ce sont les investissements dans le train, les petites lignes qu'on a pu réouvrir. L'ensemble de ces projets, ils ne revendiquent pas toujours l'écologie, mais ils permettent de concilier justement ce débat du quotidien avec les grands enjeux qui sont chez nous, mais qui sont aussi ailleurs. Après, le grand défi auquel on fait face aujourd'hui, c'est d'arriver à convaincre aussi nos partenaires, on y reviendra, d'agir de concert avec nous. Mais avec quand même ce sentiment, on a commencé à en parler, mais s'il y a un retour en arrière, c'est peut-être parce que... Alors, il y a l'urgence, Cyril Dion, mais c'est peut-être parce que le balancier était allé trop loin. En tout cas, pour certains de nos concitoyens, ce sentiment que le balancier était allé trop loin. Des exclus de la transition écologique, des gens qui nous disent « mais moi, je ne peux pas ne pas utiliser ma voiture et je n'ai pas les moyens de me payer une voiture électrique, etc. » Là encore, c'est très intéressant quand on regarde les travaux sociologiques qui sont faits justement sur les éléments déclencheurs de l'action écologique ou les éléments bloquants. Un des éléments centraux, c'est la question de la justice sociale. C'est-à-dire que si vous dites aux gens alors, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez vous passer de votre voiture, mais en vous permettant d'avoir la même qualité de mobilité, et les ministres vont le faire, et les grandes entreprises vont payer, là, ils sont d'accord. Il n'y a pas de problème. En fait, ce que les gens ne veulent pas, c'est qu'on leur impose de force quelque chose qui, en plus, n'est pas mis en œuvre par les strates les plus aisées ou les strates au pouvoir de la société. Mais c'est par ailleurs pour ça qu'on a fait le leasing social, la fameuse voiture électrique. Enfin bon, il n'y avait pas assez de budget pour, puisqu'il a été interrompu au bout de quoi on ne peut pas dire d'un côté, il y a de l'exclusion, et quand on met en place un dispositif, 50 000 voitures en 3 jours, à 100 €. Oui. Ça veut dire que tous ceux qui nous disent la voiture, à 100 € par mois, ça veut dire que tous ceux qui nous disent la voiture électrique, c'est que pour les bobos. La voiture électrique, ça marche que dans les zones urbaines. C'est pas vrai. On a des preuves, par exemple, avec ce genre de On est bien d'accord, ça marche, mais on n'avait pas tout à fait mis l'enveloppe budgétaire suffisante. Et non seulement on n'a pas mis l'enveloppe budgétaire, mais en plus, les coupes sur le fonds vert, par exemple, c'est une catastrophe, en fait. Il y a quand même 43 reculs environnementaux ces derniers temps. Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus... la France n'est pas en train de déployer des efforts considérables. Franchement, si je parle du fonds vert, c'est que je trouve que c'est typiquement des politiques et des financements qui devraient être pensés dans la durée, qui permettent aux collectivités locales de faire des choses extrêmement concrètes, qui en plus font en sorte que les gens se mobilisent, les maires, les DGS, les directeurs généraux des services, qui commencent à lancer des politiques, à rénover des écoles. Vous voyez bien qu'avec les canicules qu'on va avoir, il va absolument falloir rénover les écoles, que les enfants ne crèvent pas de chaud dans leurs établissements. Et bien ça, c'est coupé. Et des gens qui avaient commencé à engager des projets très concrets sur leur territoire se retrouvent à ne pas comprendre et à se dire je fais quoi en fait. Et là, pour le coup, c'est difficile du coup d'entendre que des choses volontaristes sont faites. Parce que de l'autre côté, il y a vraiment des reculs qui sont délétères avec ce stop and go qui est absolument délétère à mon avis. Alors, j'avance dans le débat avec pas mal de réactions de téléspectateurs et de téléspectatrices. Merci de flasher ce QR code et de participer à l'émission. Alors, c'est une dimension très intéressante. Vous parliez des multinationales, etc. Annie de Laval qui dit « c'est pas le tri et le covoiturage qui vont sauver le monde, ce sont les multinationales qui doivent être tenues responsables et pour ça, c'est au gouvernement de les obliger à agir. » Première action. Il y en a une autre. Irène. Qui, elle, nous écrit de Clamcy. Franchement, alors là, c'est vers les États-Unis qu'elle regarde. Franchement, Trump incite au forage et pendant ce temps, on nous demande de changer nos habitudes en Europe. Est-ce que c'est pas un peu ridicule? Je veux bien vous entendre là-dessus, Benoît Faraco, parce que il y a souvent ce discours-là. À quoi ça sert qu'à mon petit niveau, je fasse quelque chose? Eh ben, ça sert simplement à créer et à renforcer cette dimension irréversible de l'accord de Paris. Les États-Unis sont sortis. Ils sont revenus et moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec des gouverneurs américains, des chefs d'entreprise américains. Eux, ils savent et ils ont décidé qu'ils iraient vers la transition écologique. C'est pas parce que Donald Trump décide de revenir en arrière que eux vont changer. C'est-à-dire, il y a des États et des entreprises américaines qui continuent. Et je pense qu'au fond de nous, qu'on soit maire d'une collectivité en France, aux États-Unis, en Chine,
qu'on soit citoyen, qu'on soit chef d'entreprise, personne ne veut vivre sur une planète à 4 degrés. Et donc, il ne faut pas non plus confondre ce retour de balancier avec une tendance. Quand on regarde les chiffres, quand on regarde, et c'était d'ailleurs pas totalement exact dans le reportage, on commence à gagner la bataille contre les énergies fossiles. Le pétrole, le gaz et le charbon sont en train, petit à petit, de disparaître parce qu'on a les solutions qu'on a fait émerger grâce à l'accord de Paris. Petit à petit. Et c'est trop lent. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est beaucoup trop lent, mais ces solutions sont là, elles seront développées. Juste pour répondre à cette question de pourquoi est-ce qu'il faut faire quelque chose, nous, il est évident qu'il faut engager des rapports de force avec les multinationales, que ce sont les gouvernements qui peuvent le faire, et donc il faut engager des rapports de force avec les gouvernements. Comment le faire si la population ne fait rien? Je veux dire, qui peut engager des rapports de force avec les élus? Les personnes qui les élisent. Donc le fait que chacun et chacune d'entre nous se mettent en mouvement, c'est une façon de construire justement un mouvement qui doit devenir irréversible. Allez, il nous reste quoi, 15 minutes. Je voudrais quand même qu'on soit dans un chapitre un petit peu plus optimiste. Il y a effectivement beaucoup d'initiatives, Marine Lamoureux, qui marchent. Mais j'allais répondre à votre question. Pourquoi on fait tout ça? Mais pour mieux vivre, en fait. Oui. Et franchement, je voudrais parler d'une étude que j'ai trouvée absolument passionnante d'un chercheur qui s'appelle Albin Wagner, qui est professeur à l'Université catholique de Lille, et qui a répertorié pour l'ADEME, pour l'Agence de la transition, sur 40 ans, c'est-à-dire les années 80 jusqu'aux années 2020, pour avoir un peu de recul, 559 initiatives en France, partout en France, dans toutes les régions, qui fonctionnent. Ça peut être des entreprises, des collectivités, ça peut être des associations. C'est dans tous les domaines. Les déchets, le transport, la rénovation thermique. Et alors, il a analysé tout ça. Déjà, c'est pérenne. Donc, ça doit nous rassurer, en fait. Il se passe des tas de choses. Donc, on voit le backlash. Si une entreprise, elle est rentable, elle existe toujours, parce que c'est un enjeu important. Exactement. Si vous avez un programme de rénovation thermique qui a été poussé par telle collectivité publique, s'il est dans sa liste, c'est que ça continue à fonctionner. D'accord, OK. Ce qui est génial dans son analyse, c'est qu'il essaie de comprendre, mais alors pourquoi celles-ci ont marché quand d'autres, effectivement, ont pu reculer. 3 éléments. L'attachement au territoire. Je fais quelque chose dans mon territoire parce que j'y suis attachée, parce que je veux le défendre, parce que j'ai une identité aussi de territoire. Le lien social. En fait, ça me rend heureux, j'ai du plaisir, je suis content, je retrouve des gens, il se passe quelque chose. Je ne sais pas, moi, les villageoises de centrales photovoltaïques, par exemple, quand les citoyens se mettent ensemble. Et puis, la dernière dimension, c'est Enfin, il y en a d'autres, mais il y en a une, c'est la fierté. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui nous semble évident quand on voit ces 3 dimensions. Donc, à partir de là... Voilà, on a les ingrédients. On voit ce qui marche, dupliquons. D'ailleurs, vous ressortez votre film C'est pas par hasard, demain, qui était sorti il y a 10 ans. C'est exactement ce que vous décriviez dans ce film. Est-ce que ça a fait des petits... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que les solutions que vous mettiez en avant, vous les avez vues et s'aimer ou pas? Ça a fait des petits jusqu'ici. C'est-à-dire qu'en 2018, on avait fait un documentaire qui s'appelait Après-demain pour essayer d'avoir une idée de l'impact que demain avait eu. Et Anne Hidalgo nous avait dit, en fait, j'ai été très frappé par l'exemple de Copenhague quand j'ai vu demain. Et donc, je voudrais faire ça à Paris. 10 ans plus tard, Paris est devenue la première ville cyclable d'Europe. Moins 50% de trafic routier, plus moins 50% de pollution de l'air et plus 270% de cyclistes. C'est-à-dire que maintenant, Paris est devant Copenhague. C'est rigolo quand même. Autre exemple, tu parlais d'usine. On avait filmé une usine d'enveloppes qui s'appelle Pocheco dans le nord de la France. Je me souviens très bien de ce Emmanuel Druon était à la projection de demain, donc, puisqu'on a ressorti le film et il a été projeté dans 100 salles dans toute la France le 8 décembre. Et il nous racontait que depuis que le film est sorti, il y a des milliers de personnes qui viennent dans l'usine, des milliers de professionnels, pour dire « c'est génial votre truc, l'économie. C'est-à-dire que plus vous faites d'écologie, plus ça vous fait faire des économies. Oui, mais nous aussi on veut faire des économies. Bon, alors expliquez-nous comment vous faites. » Donc maintenant, tous les mercredis, il y a des professionnels qui viennent faire des tours de l'usine. Ils ont carrément créé un cabinet de conseil qui s'appelle Ouvert pour accompagner d'autres sites industriels pour faire de l'économie. Aujourd'hui, ils accompagnent 500 sites industriels en France, qui non seulement font plus d'écologie et donc plus d'économie, mais ont aussi recréé des couloirs de biodiversité. Par exemple, chez Pocheco, aujourd'hui, ils ont planté 3000 arbres, ils sont refuge LPO, ils ont trouvé un système pour les voitures, par exemple. Ils avaient 80 salariés, 80 ouvriers et ouvrières dans l'usine, qui prenaient leur voiture tous les matins. C'est-à-dire qu'il y avait 80 voitures qui faisaient des allers-retours. Ils se sont dit, c'est quand même ridicule, donc ils ont acheté 25 voitures électriques. Ils chargent les voitures électriques avec les panneaux solaires qui sont au-dessus de l'usine et ils ont mis en place un système de covoiturage. C'est-à-dire que celui qui habite le plus loin ramène tous les autres le soir et vient les chercher le matin. Ce qui fait que des couples qui avaient besoin d'avoir 2 voitures avec des crédits, des assurances, des pleins d'essence, aujourd'hui, ils n'en ont plus besoin parce que c'est une entreprise
qui leur assure la mobilité, et donc ils peuvent n'avoir plus qu'une voiture. Et là, c'est pas punitif, c'est une chance. Ça leur fait faire des économies. Et ça rejoint la lutte enchantée. Exactement. Vous n'avez pas choisi ce titre par hasard. Je peux citer aussi la Convention des entreprises pour le climat, si on est dans le... Inspiré de la Convention citoyenne pour le climat. Qui regroupe des entreprises qui réfléchissent ensemble pour voir comment faire évoluer leur modèle économique pour effectivement basculer vers une économie, on va dire, un peu plus régénérative. Alors là, on était dans les initiatives locales, entrepreneuriales qui fonctionnent. On va reprendre beaucoup plus de recul pour essayer de voir au niveau planétaire qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans. Est-ce que oui ou non, les émissions de gaz à effet de serre, elles ont diminué? C'est Stéphane Duguet qui vient nous donner quelques chiffres. Rebonsoir Stéphane. Donc objectif, on le rappelle, faire baisser les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. On en est où? On n'y est pas en tout cas, hein, Thomas. La réponse est assez simple là-dessus. Les émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais arrêté d'augmenter depuis 1990. La trajectoire à la hausse est assez nette. Les États du monde émettaient 41,5 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère en 2000. Ensuite, vous le voyez, hein, ça augmente jusqu'à atteindre 57,7 gigatonnes de CO2 en 2024. Alors la baisse qu'on voit aux alentours de 2020, elle correspond à la pandémie de Covid-19 et les différents confinements à travers la planète. Mais alors on voit quand même un ralentissement des émissions au niveau mondial après 2015. Tout à fait, c'est ce que nous dit le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement publié début novembre. En 2024, les émissions mondiales ont augmenté de 2,3% par rapport à l'année précédente, une tendance élevée parce qu'elle correspond à ce qu'on pouvait plutôt observer au début du siècle. Entre 2000 et 2010, les émissions de gaz à effet de serre augmentaient en moyenne chaque année de 2,2%, alors que c'était beaucoup moins après. On le voit, en 2010 et 2020, elles n'augmentaient en moyenne que de 0,6%. D'accord, donc ça continue d'augmenter, mais à un rythme beaucoup moins rapide. Voilà, mais ça reprend un petit peu en 2024. Ok, quels sont les États les plus émetteurs de gaz à effet de serre au monde? Alors si on parle du total des émissions de gaz à effet de serre, la Chine est de loin la plus émettrice avec 30% des émissions mondiales, suivi des États-Unis qui représentent 11% des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, vous avez l'Inde, 8% des émissions. À la 4e place, on trouve les 27 États de l'Union européenne avec 6% des émissions. La Russie, c'est 5%. Et pour fermer le top 6, l'Indonésie avec 2,5%. Bon, allez, on va zoomer sur cette partie de la carte, là. L'Union européenne, les bons élèves. Oui, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2024, on voit que dans l'Union européenne, elles ont diminué de 35%, moins 35% entre 1990 et 2024. La baisse la plus importante parmi les plus gros pollueurs, et ça s'explique par les efforts qui sont faits pour décarboner. Les émissions des États-Unis ont aussi légèrement diminué à la fin des années 2000 avant de reprendre. Celles des États-Unis, de la Chine, ont ralenti entre 2013 et 2016, mais la Chine, qui fait partie des BRICS, elle a eu un développement un peu plus tardif. Donc si on regarde entre 1990 et 2024, eh bien la Chine fait plus 318% d'émissions de gaz à effet de serre. Et alors si on rezoome dans les 6 premiers mois là, de cette année 2025, toujours sur la Chine, on assiste à une baisse des émissions, c'est ça? Ouais, là je vais prendre les chiffres du consortium scientifique Carbon Monitor qui compare les 6 premiers mois de 2025 avec les 6 premiers mois de 2024. Et là on voit que les Chinois ont diminué leurs émissions de 2,3% sur cette période. Pour les États-Unis, à l'inverse, c'est plus 2% depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et les 27 États de l'Union européenne ont enregistré une augmentation de 1,4%. Ces chiffres-là, ils sont provisoires, mais ils donnent une idée des choix que chaque État fait et des conséquences que ça peut avoir sur les émissions. Merci beaucoup Stéphane. Et puis surtout, on voit que quand un État ou un groupe d'États comme l'Union européenne fait des choix, ça a des effets. Est-ce qu'il faut compter sur la Chine, Benoît Faraco? Parce que vous parliez par exemple d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, je crois que la Chine à elle seule fait autant, voire un peu plus que tous les autres pays de la planète en la matière d'investissement dans les énergies renouvelables. La Chine, c'est particulièrement intéressant parce que... Mais à côté de ça, ils ont des émissions de carbone très hautes à cause des centrales à charbon. Bref. Énormément augmenté leurs émissions au cours des dernières années et en même temps énormément investi dans les solutions. Oui. Aujourd'hui, 7 voitures sur 10 électriques sont produites en Chine. 95% des panneaux solaires qui sont produits sur la planète et installés partout en Afrique, en Europe et même aux États-Unis sont produits en Chine. Donc ils ont eu ce développement économique et cette augmentation des émissions assez importante et en même temps, ils ont profité des 10 dernières années
sans doute avec cette vision que le monde allait s'engager de plus en plus pour la lutte contre le changement climatique, pour investir massivement. Dans les 10 prochaines années, c'est effectivement en Inde, en Chine, en Afrique du Sud, en Arabie Saoudite, dans ces pays émergents qu'il va falloir déployer massivement des solutions. L'Europe, en 2035, ça représentera 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce que depuis 1990, tous les ans, on est au rendez-vous de nos objectifs. On prend des engagements dans l'accord de Paris, dans la Convention pour le climat, et on les tient. Le prochain objectif, c'est 55% de réduction d'émissions en 2030. On a vu qu'on était à moins 35%, donc on est dans la bonne direction. Est-ce que c'est même avec le retour en arrière sur le pacte vert, est-ce qu'on ne peut pas craindre que... Mais on verra. Regardez les derniers chiffres de vente de véhicules électriques en France. Malgré les débats qu'on peut avoir sur telle ou telle réglementation, on n'a jamais vendu autant de véhicules électriques en France. Les premières usines de batteries électriques vont commencer à produire dans les années à venir. Et ces investissements, mais comme d'ailleurs les très beaux projets qui ont été décrits par l'ADEME, par le documentaire de Cyril Dion, les gens, une fois qu'ils sont passés du côté de la transition écologique, ils ne reviennent pas en arrière. Je voudrais être quand même... Sauf quelques agriculteurs bio pour qui ça a été très difficile. Il y a eu... Mais bon, on ne va pas ouvrir ce chapitre-là. Juste apporter une toute petite nuance aux chiffres que vous présentiez. Oui. Quand on calcule les émissions de gaz à effet de serre, il y a les émissions territoriales et il y a les émissions importées. Par exemple, un Français émet de l'ordre de 5 tonnes, 4,5-5 tonnes de carbone sur le territoire, et il faut rajouter le double en émissions importées. Pourquoi est-ce que les émissions baissent en Europe ? Pourquoi est-ce qu'elles augmentent en Chine ? Parce que c'est la Chine qui est devenue l'une des usines du monde et qu'il y a une bonne partie des émissions chinoises qui sont directement liées à la consommation des Européens ou des Américains. Donc en fait, se raconter qu'on est des très bons élèves, même si nous faisons partie des meilleurs élèves de la planète, certainement, c'est quand même un petit peu un trompe-l'œil. Pour vous donner un ordre de grandeur, si on voulait respecter les accords de Paris, il faudrait qu'on soit à 2 tonnes d'équivalent carbone par personne et par an. Un Français aujourd'hui est entre 9 et 10 tonnes. Donc on n'y est pas du tout. Oui. Et en plus, là, sur l'Union européenne, on est en train de reculer sur des textes fondamentaux, vous le disiez, et notamment sur la déforestation importée. Donc ça veut dire que quand nous, on consomme du café, du soja, de l'huile de palme, à partir du moment où tous ces produits ont été produits à partir d'une déforestation délétère, en fait, on en est responsable. L'Europe commençait à s'organiser, à prendre des directives pour justement faire en sorte que ces produits ne soient pas issus de la déforestation. Et là, on est en train de revenir dessus. Là, tout récemment, les débats ont montré qu'on reporte encore les obligations. Et c'est vrai aussi de textes fondamentaux comme le devoir de vigilance. Donc, il faut vraiment, quand on dresse un tableau, en fait, on est obligé de prendre toutes les dimensions en compte. Et ces contre-offensives, elles sont très inquiétantes. C'est bien aussi pour ça, enfin, si on veut réduire les émissions importées dont parle Cyril Dion, la meilleure manière, c'est de ramener les usines qui sont relocalisées en Chine, y compris parce qu'en France, l'électricité qu'on produit, elle est à 95-97% décarbonée, propre, sans émissions de gaz à effet de serre. Donc quand on ramène une industrie, non seulement on a les emplois qui vont avec, mais en plus, on évite des émissions ailleurs sur la planète. Oui, mais collectivement, il y a une forme alors je ne sais pas quel terme employer, de paradoxe ou de contradiction. C'est-à-dire qu'on dit oui, on veut tous une économie plus écologique, on veut tous réindustrialiser. Mais alors, par exemple, s'il faut rouvrir une mine ou agrandir une mine en l'Allier pour produire du lithium dont on a besoin, la population n'est pas forcément favorable. Enfin, c'est des débats qui sont légitimes. Après, on est dans un des continents qui a, malgré les débats qu'on peut avoir en ce moment, l'une des réglementations environnementales les plus ambitieuses au monde. Et on a tendance à considérer... Il ne faut pas qu'on recule, quoi. Il y a 30 ans, on avait des usines de panneaux solaires en Europe, elles sont toutes parties en Asie. Si on les ramène à la maison, on aura des salariés heureux, des réductions d'émissions de gaz à effet de serre et une empreinte écologique plus globale qui sera bien moins. Avec une question sur peut-être la jeunesse aujourd'hui, qui est peut-être la génération qui a le plus de contradictions en elle entre l'appétence pour la super consommation. Enfin, on a fait je ne sais pas combien de débats sur Chine, etc. Et qui en même temps été première dans les marches pour le climat à une époque. Comment est-ce qu'on convertit on a tous nos contradictions. Quelles que soient nos générations, mais bon, je suis assez d'accord avec vous. Disons que c'est notre avenir, donc c'est peut-être à eux qu'il faut le plus convertir. Mais en fait, je pense qu'il faut arrêter de nous flageller. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où on a des injonctions publicitaires en permanence. C'est-à-dire que depuis que vous êtes né, moi depuis que je suis né, on m'explique et on me raconte de façon subliminale ou non qu'il faut que j'achète. Et que c'est ça, en gros, la finalité, c'est d'être un consommateur. Donc, on ne va pas s'étonner que les jeunes aient envie de faire ça. Mais si vous leur posez la question et si vous entrez un peu plus dans le détail, par exemple, mes enfants qui ont 17 et 20 ans,
Ils ont des smartphones, ils sont collés dessus toute la journée, comme tous les adolescents. Ils sont sur les réseaux sociaux et quand j'en parle avec eux, ils me disent « je voudrais que ça n'existe pas ». Je voudrais qu'on n'ait jamais inventé ce truc-là parce que ça me vole mon temps, en fait, ça me vole mon cerveau. Donc, on a besoin de construire d'autres récits. C'est ça dont on parlait dans ces initiatives, c'est ça dont on parlait dans Demain. Et ces récits-là, on doit pouvoir se poser des questions. Vous parliez des mines de lithium. Moi, j'ai eu des conversations passionnantes avec des gens, notamment en Bretagne, où on avait trouvé du lithium sous leurs pieds. En fait, ça nous permet de nous poser les bonnes questions. Parce que tant que le lithium est produit en Chine et que c'est d'autres personnes qui descendent pour aller le chercher pour faire nos smartphones, on se dit c'est génial, là j'ai vu des pubs sur l'iPhone 17 partout dans Paris. Sauf que quand la question se pose pour notre territoire, là ça devient concret. Oui, avec effectivement cette question du récit. Alors là, notre responsabilité médiatique, journalistique, elle est aussi importante d'une certaine façon, Marine Lamoureux. Il faut inventer on l'a fait en partie dans ce débat, on a essayé d'être aussi positif quand c'était possible. Il faut inventer un récit. C'est une politique. obsession. La Croix s'est lancée cette année dans un programme qui s'appelle Parlons écologie. Bon, j'en parle parce que je pense que c'est très important, à un moment de backlash, que des médias soient très proactifs pour la formation de leurs salariés, pour un traitement transversal. Moi, je suis obsédée par la question d'être créatif dans ce domaine, parce que c'est une rubrique, si on parle en termes journalistiques, qui est désespérante, technique, où on est tributaire du greenwashing. Donc, voilà, il faut être conscient de tout ça et se dire comment j'invente une autre façon de parler d'environnement. Et c'est possible. Je vous aurais bien parlé de mon sujet avec ma nounou, mais je sens on va pas avoir le temps. Je voudrais juste vous donner la parole une dernière fois, Thierry Dion, pour quand même parler aussi de ce projet de film. Ça s'appelle Démocratie maintenant, avec une campagne de financement sur Ulule. Donc vous avez commencé à le tourner. Vous avez besoin des Français, des citoyens pour aller. On a à peine commencé et on a besoin effectivement d'avoir un maximum de soutien pour que ce film existe. Pour de bon. Notre idée, c'est que si jusqu'à maintenant on n'a pas réussi à faire face à l'urgence écologique, c'est un problème démocratique. Il y a de plus en plus de recherches universitaires qui montrent maintenant que l'immense majorité des décisions publiques sont orientées pas par vous et moi, qui votons, mais plutôt par les 10% les plus riches de l'élite économique. Donc, malheureusement, si on met la question climatique en perspective dans ces 40 ou 50 dernières années, on voit que c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire que, par exemple, les grandes entreprises pétrolières ont eu plus d'impact sur les décisions des gouvernements que vous et moi, qui voulons absolument ne pas vivre des étés à 45 degrés. Donc il nous semble que la question démocratique et écologique sont intrinsèquement liées et qu'on ne sauvera pas les conditions d'habitabilité de cette planète sans réinventer la démocratie, sans construire des systèmes démocratiques où toutes et tous, on peut se mettre autour de la table pour trouver des solutions. Voilà, donc c'est Démocratie maintenant, et vous pouvez, si ça vous intéresse, aller voir sur Ulule, et puis à votre livre La lutte enchantée chez Actes Sud. Marine Lamoureux, on vous lit dans La Croix l'Hebdo. Puis alors je signale aussi cette série de podcasts documentaires Urgence climatique, 10 ans pour agir, promesses et réalités de l'accord de Paris, podcast de l'IDRI, coproduit par La Croix, réalisé par Sophie Larmoyer avec la participation de RFI. Ils sont super, il fallait les écouter. Et ben voilà, donc c'est pour ça que j'en parlais. Merci encore, Benoît Faraco, et à bientôt sur ce plateau. Je vous dis à lundi pour un nouveau Sens Public. Merci Tam, à la prochaine. Vous pouvez retrouver nos débats sur la plateforme publicsénat.fr, nous retrouver en podcast, je vais très vite. Et puis notez que l'historien Nicolas Rousselier sera l'invité de notre matinale demain. Salut.